Avant de vous parler de cette M3 bluffante, il était une fois, j'avais une M5 E34 de 260 000 km. Mon rêve de M5 était un vieux clou. Pas vraiment la fierté de mon garage, chaque nouveau bruit était un stress, chaque réparation un gouffre. J'étais envahi par cette crainte constante, est-ce que j'ai fait une erreur? Une seule mauvaise expérience peut nous dégoûter des anciennes et nous pousser à envisager une 3008 neuve, tellement raisonnable, mais sans charme, sans charisme, sans âme. Un sort que je souhaiterais à personne. Maintenant, imaginez l'inverse. Une voiture de collection qui est un bijou d'une autre époque, avec laquelle chaque trajet devient une évasion, un voyage dans le temps, une échappée du stress du monde moderne. Mais le problème, c'est que ces joyaux-là sont inaccessibles, hors de portée. Ou peut-être pas. Et si je vous disais qu'il existe un cheat code pour pouvoir accéder à la perle rare sans en payer le prix fort? Bonjour, je suis Alex Wagner, ancien ingénieur motoriste et passionné de BM, et dans ce nouvel épisode des BMistes, on va voir comment mettre un joyau dans son garage sans se ruiner, en s'appuyant sur l'exemple de cette M3 E36 que j'ai eu la chance de récemment acquérir et qui se distingue par son kilométrage improbable, son état surprenant et son dossier d'historique tout bonnement hallucinant. Mais ça, on va y venir. D'abord, examinons-la. La peinture techno-violet est vibrante, les jantes n'ont pas une marque, les feux sont rutilants, à l'intérieur, le cuir est éclatant, les boiseries claquent et le moindre détail est soigné. Et ça continue sous le capot, le moteur est propre, tout, jusqu'à la moindre vis, semble fraîchement sorti de la chaîne d'assemblage. En dessous, c'est la même histoire, la grosse mécanique ne comporte aucune usure particulière ni corrosion. Et au volant, les commandes sont fermes et l'auto se comporte comme l'ont voulu les ingénieurs BM. Alors d'après vous, elle a combien de kilomètres cette M3? C'est une question que je ne me lasse pas de poser aux garagistes et autres spécialistes BMW. Je les invite à examiner la voiture, à deviner. Après, je mets le contact, le kilométrage s'affiche et ils voient 365 000 km. Et là, ils sont scotchés. Ils posent des questions, ils appellent leurs collègues et tout le garage s'arrête de travailler. C'est très amusant. Du fait de son kilométrage lunaire, cette M3 E36 était la moins chère de toute l'Europe, alors qu'elle est quasiment comme neuve. C'est une véritable capsule temporelle permettant de voyager dans le temps. Alors on va regarder ensemble les circonstances qui font que cette M3 au kilométrage astronomique soit en aussi bon état, et on va en dégager des principes utiles et actionnables pour que vous aussi puissiez avoir votre machine à remonter le temps sans en payer le prix fort. Le problème, c'est qu'avec nos vies pleines, on n'a pas le temps de tout étudier. On a besoin d'heuristiques, c'est-à-dire des raccourcis mentaux plus ou moins bons qui permettent de simplifier la prise de décision. Par exemple, il y a l'heuristique du prix. Un pull cher sera jugé a priori meilleure qualité qu'un pull bon marché. Il y a l'heuristique de la marque. Un lave-linge de grande marque sera jugé a priori plus fiable qu'un lave-linge de marque distributeur. Il y a l'heuristique de l'attribut technique. Par exemple, plus un appareil photo aura de mégapixels, plus a priori, on va supposer qu'il va faire des belles photos. Et il y a l'heuristique du vote social. On va préférer a priori aller dans un restaurant bien noté, et quand on rencontre quelqu'un, le fait qu'il ait plein d'amis va nous rassurer qu'il n'est probablement pas un psychopathe. Et dans la bagnole, le raccourci permettant de se représenter vite fait l'état probable d'une voiture, c'est le kilométrage. Le raisonnement est a priori enfantin. En utilisant les choses, elles s'usent. Et utiliser une voiture, c'est rouler, donc faire des kilomètres. Regardez ce graphique de prix en fonction du kilomètre sur lequel vous voyez toutes les M3 E36 actuellement en vente dans toute l'Europe. Alors il y a plein de facteurs qui influent sur le prix d'une voiture, mais la tendance est claire. Plus une auto est kilométrée, c'est-à-dire plus on va vers la droite du graphique, moins elle est chère. Ouais Alex, c'est évident. Plus une voiture roule, plus elle s'use. Sauf que c'est pas si simple. Saviez-vous qu'une voiture s'use même quand elle est immobile? C'est le cas de toute machine complexe qui est faite pour bouger. On l'a vu pendant la crise Covid en 2020, pendant laquelle il y avait des milliers d'avions qui étaient cloués au sol immobilisés longuement. Et je vous assure que le personnel technique ne chômait pas parce qu'il n'était pas question de laisser les avions se détériorer. Il fallait faire tourner les moteurs, faire fonctionner les circuits hydrauliques, lutter contre la corrosion, changer les fluides et même poser régulièrement les avions sur des grosses béquilles pour périodiquement lever et redéployer les trains d'atterrissage pour éviter qu'ils grippent.
C'est pareil pour une voiture, même gardée au chaud dans un musée, l'immobilisme provoque un paquet de soucis. Par exemple, les durites, à force de ne pas avoir de fluide qui circule dedans, peuvent se craqueler, les pistons peuvent se figer dans les cylindres, les amortisseurs peuvent se gripper, les rotules et les cylindres blocs de suspension, à force d'avoir le poids toujours au même endroit, peuvent se déformer, les pneus peuvent développer un plat, les freins peuvent se gripper. La liste est longue. Est-ce que vous saviez que dans les grandes collections automobiles et dans les stockages professionnels, les voitures sont régulièrement démarrées, chauffées et emmenées faire un petit tour d'une centaine de mètres? Je vous laisse juge de la tristesse d'un tel destin pour des mécaniques faites pour rouler. Alors évidemment, c'est bien pire pour une voiture laissée dans la rue, abandonnée dans un champ ou remisée dans une grange humide et infestée de rongeurs. La géographie et son climat associé est aussi un facteur. Vaut mieux acheter une voiture madrilène qu'une nantaise qui a subi les affres de la pluie, de la boue et du sel. Par exemple, je viens d'acheter une BM qui vient de Suède, je vais vous en parler bientôt, mais sauf qu'elle a passé la majeure partie de sa vie en Espagne. Et c'est pas tout, parce qu'une voiture soit immobilisée ou alors régulièrement démarrée, son entretien périodique doit continuer. L'huile moteur, par exemple, doit être changée tous les 2 ans, même si la voiture ne roule pas, parce qu'elle reçoit de l'humidité de l'air et les longues chaînes de molécules complexes ont tendance à se décomposer avec le temps. Pareil pour les pneus, qu'il faut changer au bout de 10 ans, parce que sinon la gomme commence à se durcir et à se craqueler, et on n'a plus la même adhérence, ni le même confort. À ce sujet, si vous voulez vérifier l'âge de vos pneus, il y a un code spécial sur le flanc du pneu. Dans un ovale, vous allez trouver un code à 4 chiffres. C'est la semaine et l'année de fabrication du pneu. Par exemple, s'il y a marqué 48-20, le pneu a été fabriqué pendant la 48e semaine de 2020. Le deuxième problème avec ce raccourci des kilomètres, c'est que même pour une voiture qui roule régulièrement et qui est bien entretenue, tous les kilomètres ne se valent pas. Une voiture qui fait beaucoup de courts trajets et qui fait de la ville va s'user plus vite qu'une voiture qui fait de l'autoroute. Pourquoi? Parce qu'elle va être redémarrée fréquemment à froid. Et saviez-vous que 70% de l'usure d'un moteur résulte du démarrage à froid? Pourquoi? Parce que quand on démarre un moteur à froid, l'huile n'a pas encore le temps de circuler quand le moteur commence à tourner. Et donc il y a un frottement de métal contre métal, brièvement, avant que le film d'huile ne puisse se former. Et c'est ça qui cause la plupart de l'usure dans le moteur. Et aussi, les cycles répétés de chauffage et de refroidissement de la voiture vont créer dans les matériaux de la fatigue, terme technique pour désigner la fragilisation cyclique d'un matériau. Évidemment, lors de courts trajets, on va user l'habitacle à force de rentrer et de descendre, de charger et de décharger. Et en ville, la transmission va avoir plus d'usure parce que quand on roule par exemple en première, il y a une démultiplication du couple qui envoie plus de force sur la transmission et ça l'use plus que de rouler sur autoroute en 5e. Enfin, dans le cas des voitures anciennes, elles peuvent chauffer dans les embouteillages ou alors s'encrasser à force d'être trop souvent au ralenti. À contraster avec les longs trajets, par exemple sur autoroute, qui vont peu user une voiture. Déjà, on va peu monter et peu descendre. Ensuite, on va rouler à vitesse constante, donc on va utiliser peu de couple au niveau du moteur. On va être en 5e, donc on va peu solliciter la transmission au niveau de la démultiplication de couple. Le moteur va fonctionner à température constante, avec une huile bien chaude, avec un flux d'air adéquat du fait de la vitesse de l'avancement. Voilà, tout ça, ça fait qu'un moteur ne s'use pas quand il est utilisé sur autoroute. Par exemple, j'ai vu dans mon travail d'ingénieur motoriste que quand on ouvre un moteur après 400 000 km environ de vitesse stabilisée, en fait à l'intérieur le moteur est comme neuf. Donc plus que le kilométrage, on pourrait se dire que ce serait le nombre de trajets qui serait une mesure intéressante de l'état d'une voiture. C'est intéressant de regarder ce qui est fait en aéronautique, là où le risque d'une panne, c'est pas de se retrouver sur le bas-côté, mais c'est qu'il y ait des centaines de morts. En aéronautique, on regarde l'âge de l'avion, les heures de vol, mais aussi et surtout ses cycles. Un cycle en aéronautique, c'est un ensemble complet de décollage, croisière et atterrissage. Pourquoi? Parce que pendant ces cycles, il y a des stress considérables au décollage et surtout à l'atterrissage, mais aussi de pressurisation et de dépressurisation de la carlingue, si bien qu'il y a certaines opérations de maintenance qui sont prévues tous les X ou Y cycles dans l'aéronautique. Il y a eu un accident d'avion tristement célèbre dans les années 80, le JAL 123 de Japan Airlines, donc un 747 SR. SR, ça veut dire short range, donc c'est un avion qui multipliait les cycles en faisant des courts trajets. Les cycles de fatigue n'ont pas été suffisamment pris en compte et l'empennage s'est décroché de l'avion.
il est devenu incontrôlable et il s'est heurté dans le mont Fuji en causant des centaines de morts. Et depuis cet accident, les procédures d'entretien ont été révisées. Alors en pratique, il y a deux risques principaux à attacher trop d'importance au kilométrage. Le premier, c'est le risque d'acheter une voiture magnifique, peu kilométrée, mais souffrant d'immobilisme. Regardez par exemple cette magnifique Aston Martin Virage 6 litres 3 décapotable que j'ai vue aux enchères. Faiblement kilométrée, elle a l'air neuve. Mais quand on lit le texte, écoutez, je cite, « Représentant une opportunité unique pour l'amateur d'Aston Martin d'acquérir une rare variante à haute performance d'un modèle déjà exclusif, cette Virage 6 litres 3 a été remisée au sec pendant quelques temps et demandera une remise en route avant d'être utilisée. » Alors ce qu'on appelle pudiquement une remise en route, c'est pas juste changer la batterie. Il y a plein d'éléments et d'organes qui peuvent être affectés par cette immobilisation. Les durites, le système d'alimentation en essence, le réservoir peut être corrodé, les freins grippés, la suspension aussi, j'en passe et des meilleurs. On va typiquement atteindre dans ces cas-là une facture de plus de 10 000 € et parfois beaucoup plus. Le deuxième risque, c'est le risque de louper une affaire, c'est-à-dire une voiture fortement kilométrée et qui pourtant présente et fonctionne comme une voiture neuve. Alors si le kilométrage n'est pas tout, qu'est-ce qu'on regarde? Comment est-ce qu'on peut évaluer rapidement à distance une voiture pour espérer faire une affaire et éviter de se retrouver avec une merguez? Évaluer l'état réel d'une voiture proposée à la vente commence avec le décryptage de l'annonce, l'examen des photos et poser quelques questions clés. Alors vous avez vu l'état exceptionnel de cette M3E36 de 365 000 km. Alors évidemment, quand je suis allé la voir, son état m'a sauté à la gueule. Et quand je l'ai inspecté sous toutes les coutures et j'ai pris le volant, ça a confirmé mes impressions. Mais ce qui est intéressant, c'est que j'étais le premier à aller la voir alors que je ne cherchais pas particulièrement ce modèle. Donc on peut penser qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui ont vu l'annonce et qui ont été rebutées a priori par le kilométrage facialement très élevé et qui ne sont pas allés chercher plus loin. J'ai trouvé cette voiture sur le Bon Coin, tout simplement, et c'était une annonce a priori assez ordinaire. Juste 3 photos et un texte. Alors le texte commence en détaillant les options de la voiture, et après ça enchaîne avec, je cite, « État intérieur et extérieur irréprochable pour un véhicule de cet âge ». Bon, alors pour l'instant, ça c'est un lieu commun, une généralité qu'on trouve sur beaucoup d'annonces. Après, ça continue, 4 propriétaires au total, tous méticuleux. Alors ok, là on arrive sur un truc un petit peu plus probant, mais ça reste quand même assez vague. Mais après on arrive sur des trucs plus spécifiques. Très rare et important, je possède l'historique complet du véhicule depuis sa mise en circulation, facture, carnet tamponné chez BMW tous les ans. Ça c'est pas commun. Je continue. Dossier photo du véhicule, alors ça veut dire qu'il a des choses à montrer. Je continue, j'insiste sur le fait que cette M3 est très saine, zéro corrosion. Les seuls petits défauts à signaler, quelques impacts de gravillon sur la face avant, clim à recharger, ciel de toit qui gondole sur l'arrière. Il est en train d'avoir une approche relativement transparente et donc ça c'est rassurant. Ensuite ça continue, kilométrage 365 000, essentiellement parcouru sur autoroute, beaucoup plus saine que 90% des autres E36 en vente. En tant que passionné et connaisseur, je pèse mes mots. Là, on sent une volonté de communiquer quelque chose d'exceptionnel, d'extraordinaire. On comprend qu'il y aurait matière à creuser. Du moins, c'est ce que j'ai compris moi. Ensuite, les photos. Alors, bon, c'est un peu nul que le vendeur ait mis que 3 photos. Mais il y en a une qui est intéressante. On voit les phares. Et on voit que les phares sont rutilants. Je dirais que ça, c'est un heuristique utile, c'est-à-dire un raccourci utile. C'est que si quelqu'un a apporté un tel soin sur les phares, c'est-à-dire il a changé ses phares pour pas qu'ils soient laiteux du fait de la décoloration du plexiglas avec le temps, et c'est qu'il a probablement apporté un grand soin sur des organes plus importants de sa voiture. Ça c'est intéressant et ça m'a aussi donné envie d'aller voir. Donc j'ai demandé le dossier photo et là j'ai eu accès à un dossier en ligne, plusieurs centaines de photos. Des photos pléthoriques de la restauration complète de la voiture, des shootings photos, des photos du dossier d'historique et d'entretien. Incroyable, jamais vu ça, mais ça on va en parler dans un instant. Alors j'ai fait tout à l'heure allusion à une question utile à poser dans ces cas-là. Demandez-lui c'est quoi les petites imperfections cosmétiques et mécaniques de la voiture et demandez si possible des photos, voire de la vidéo. Alors là, après avoir vu potentiellement des centaines de photos,
détaillée de la voiture, de son historique, de son dossier, etc., on est potentiellement en mesure de verser un acompte. Et là, la visite de la voiture devient une visite de confirmation. Alors encore mieux, et c'est ce que je vous conseille de faire, c'est de missionner un expert ou un spécialiste de la marque pour inspecter l'auto. Il va la monter sur un pont, il va regarder s'il y a des traces d'accident, par exemple. Et pour quelques centaines d'euros, on aura la rassurance que c'est bien la bonne voiture qu'il faut acheter. Alors ces centaines d'euros, typiquement, vont être rentables parce que soit ça va révéler des défaillances que le vendeur va réparer à ses frais, ou alors ça va permettre de négocier le prix vers le bas. Ouais, mais qu'est-ce qui se passe, Alex, si je dépense des centaines d'euros et finalement, suite à l'inspection, j'achète pas la voiture, j'aurais perdu mes centaines d'euros. Dépenser des centaines d'euros pour en économiser des milliers, en n'achetant pas la voiture que ça aurait été une erreur d'acheter, c'est une bonne chose à faire, non? Et tu sais ce qui est une autre bonne chose à faire, c'est que tu t'abonnes à cette chaîne pour ne pas louper mes futures vidéos. Alors attention, un point de nuance, c'est la différence entre une voiture restaurée et une voiture préservée. Le marché va accorder davantage de valeur à une voiture qui a été préservée en parfait état depuis sa sortie d'usine versus une voiture qui a été restaurée. Pourquoi? Parce qu'une voiture restaurée, on peut a priori faire moins confiance à un restaurateur de voiture que l'usine du fabricant de laquelle la voiture est sortie. Le deuxième point, c'est un point de rareté. Une voiture peut être restaurée maintes fois, mais elle ne sera originale qu'une fois. Par analogie, on comprend bien qu'un tableau de maître, s'il est régulièrement repeint pour le garder en bon état, il n'aura pas la même valeur qu'un tableau de maître qui a été préservé impeccable. C'est une question d'authenticité. Mais attention, une M3 dans l'état exceptionnel de celle-ci et qui aurait été préservée plutôt que restaurée, elle coûterait le triple et sans être forcément meilleure à rouler. Donc il faut savoir ce qu'on veut. Mais l'état d'une voiture, c'est pas tout. Maintenant, je dois vous parler de ça, c'est-à-dire le dossier d'historique de propriété et d'entretien d'une voiture. Et ça ne se résume pas à un simple nombre. Et pourtant, ça peut valoir plus qu'un kilométrage faible. C'est-à-dire, mes dossiers d'historique, je les mets dans un coffre-fort parce que j'ai conscience que si je perdais les dossiers de mes voitures, je perdrais littéralement des dizaines de milliers d'euros de valeur. Alors on va regarder ensemble le dossier de cette M3. Ça, ce serait une forme d'heuristique, c'est-à-dire le poids et la présentation d'un dossier de voiture, ça en dit déjà long sur son état probable. Alors le dossier d'entretien permet d'abord de vérifier l'authenticité et l'origine d'une voiture. On va voir dans quel pays elle est fabriquée. Celle-ci, elle est suisse. On va voir la facture initiale de la voiture. Il va y avoir la fiche du constructeur sur lequel va figurer les différents codes options de la voiture. C'est important pour pouvoir vérifier que la voiture est toujours dans sa configuration strictement d'origine. Et aussi, certains acheteurs peuvent valoriser certaines options. Par exemple, moi j'aimais bien que cette voiture était couleur techno violet à l'extérieur avec un intérieur gris clair. J'ai accordé de l'importance au toit ouvrant, au siège chauffant, aux enceintes hi-fi, etc. Ensuite, le dossier va renseigner sur la traçabilité et les antécédents de la voiture. Par exemple, le nombre de propriétaires, la durée de détention de chaque propriétaire. Alors non pas que ce soit rédhibitoire qu'elle ait eu beaucoup de propriétaires, mais simplement ça peut demander davantage d'attention parce que ça fait un peu patate chaude que les propriétaires se sont refilés pour s'en débarrasser ou alors pour éviter une grosse intervention d'entretien. Donc il faut faire attention à ça. Ensuite, il y a les différents lieux géographiques. On en a parlé. Est-ce que la voiture a été gardée à la mer, dans un pays où les routes sont salées l'hiver, dans une zone très pluvieuse, etc. Qui a entretenu l'auto? Est-ce que c'est les concessions du fabricant? Est-ce que ce sont des spécialistes de la marque? Ou est-ce que ce sont simplement des centres auto comme Feu Vert ou Nord Auto ou Midas? Ou est-ce que la voiture a été entretenue par son propriétaire? Et là, dans ce cas-là, il faut un peu creuser pour avoir une idée de quel est le niveau de compétence de ce particulier. Quelle a été la régularité des entretiens? Est-ce que ce sont des pièces d'origine qui figurent sur les factures? Quel est le niveau de détail de l'entretien? Est-ce que ça a été entretenu à minima juste pour la garder roulante? Ou est-ce que ça va plus loin? Par exemple, sur cette voiture, les phares éclairaient sans doute toujours bien, mais ils ont été quand même changés pour que la vitre en plexi des phares présente bien. Et enfin, quelle a été la durée de suivi chez chaque garagiste? C'est-à-dire, est-ce qu'elle est passée d'un garagiste à un autre, ou est-ce que c'est un ou deux ou trois garagistes qui, tout au long de la vie de la voiture, l'ont suivi et donc qui connaissaient bien l'auto?
Les factures sont importantes parce que ce qui a été fait n'est plus à faire. Donc ça va être un indicateur de fiabilité et des futures dépenses à venir. Les factures, c'est important comme les contrôles techniques pour voir l'incrémentation régulière du kilométrage versus une voiture qui serait restée immobilisée pendant trop longtemps avec donc une usure prématurée de certains organes. Un historique fourni, limpide et transparent permet de réduire certains risques. Le risque que la voiture ait été accidentée, volée, vandalisée, prise dans une inondation. On peut tout accepter, mais pas à n'importe quel prix. Pareillement, une voiture qui a fait du circuit, ce n'est pas un mal en soi, simplement il faut que l'entretien soit proportionnel, sachant qu'une voiture qui fait du circuit intensément, à chaque kilomètre sur circuit, va provoquer une usure à peu près 100 fois plus forte qu'une voiture qui fait simplement de la route pépère. Et si vous avez encore des doutes sur l'historique de la voiture, vous pouvez commander un rapport indépendant, par exemple Istovec ou Car Vertical, qui utilisent des bases de données qui centralisent tout un tas de données de différents prestataires de services et garagistes automobiles. Et donc vous allez pouvoir trouver potentiellement les traces d'un gros accident qui aurait été réparé, ou d'un vol, ou que la voiture a été importée, et vous allez pouvoir voir une courbe du kilométrage qui s'incrémente progressivement. Bref, c'est un outil qui peut être utile. Alors, si on prend l'exemple de cette M3E36, on s'aperçoit dans le dossier qu'elle est d'origine suisse, qu'elle a eu son premier propriétaire de neuf en 96 jusqu'en 2015, c'est-à-dire ce premier propriétaire, il a fait 325 000 km avec la voiture, et en 19 ans qu'il l'a eu, et si on regarde le carnet d'entretien, le carnet a 28 tampons de BMW suisse. Les tampons continuent page après page, après page, après page. Ça fait tampon, 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 etc. sur chaque page. Ils ont même dû rajouter des pages photocopiées qui ont été agrafées parce qu'il n'y avait plus assez de place dans le carnet d'origine pour mettre autant de tampons. Ça, c'est quelque chose que je n'ai jamais vu sur une autre voiture, un tel carnet d'entretien. Mais l'histoire devient vraiment intéressante quand la voiture a été importée en France. La voiture en France est passée entre les mains de deux passionnés du forum Motorsport Passion. C'est un forum de BMW M. L'un l'a eu pendant 18 mois, s'est investi dessus à coût de milliers d'euros. Alors les factures sont au dossier. Au maximum, on est sur des factures de quand même 3 000 euros. Et il n'y en a pas qu'une comme ça. Ensuite, le deuxième passionné l'a eu pendant 3 ans. Et pendant la période Covid, il s'est attelé à restaurer lui-même l'auto. Il y a toutes les factures des pièces qu'il a commandées. Et ensuite, le premier passionné l'a racheté à nouveau. Et en plus, les deux passionnés ont tout documenté sur le forum. On trouve des dizaines et des dizaines de pages de post-forum pendant lesquels les deux acolytes racontent leurs aventures et leurs déboires avec la voiture. Donc tout est transparent, tout est limpide. On n'a jamais une telle transparence, une telle traçabilité avec une voiture. Moi en tout cas, j'ai jamais vu ça. Quand on feuillette le dossier, on a toutes les cartes grises de tous les propriétaires qui ont eu la voiture. On a les certificats de cession qui vont avec. On a tous les contrôles techniques, y compris en Suisse. On a pléthore de factures qui retracent tout ce qui a été fait sur la voiture. Et on a les interventions, toutes les interventions qui ont été faites en Suisse. Tout ça, ça remonte sur des années et des années et des années. Voilà, on sait tout sur cette voiture, c'est ouf. Alors peut-être vous vous demandez, quid du moteur? À 365 000 km, est-ce qu'il a été changé? Est-ce qu'il est d'origine? Est-ce qu'il a été ouvert? Alors oui, il a été ouvert une fois pour changer les coussinets. Les coussinets, c'est quoi? Ce sont des petites lames en métal qui sont faites pour venir entre la bielle qui appuie sur le vilebrequin. Et c'est un métal qui est résistant à la pression et au frottement avec des bonnes propriétés de lubrification. Et changer les coussinets, ça permet d'épargner les bielles et le vilebrequin qui sont des éléments plus coûteux du moteur. Alors sur un moteur ordinaire, typiquement les coussinets vont faire la vie du moteur. Sur un moteur sportif comme celui de la M3, ils vont être changés typiquement tous les 150 000 km. Là, ils ont été changés seulement après 337 000 km. Alors ça veut dire deux choses. D'abord, c'est un témoin de la conception robuste du moteur S50 qui équipe cette M3, et ensuite c'est témoin de l'usage du soin apporté à la voiture. Ça veut dire qu'on n'a jamais tiré dessus à froid.
Ça veut dire qu'il a probablement fait beaucoup d'autoroutes plutôt que des courts trajets avec des démarrages et des cycles fréquents. Voilà, quand un moteur qui prend 7600 tours, il a des coussinets qui durent 337 000 km et qui au bout des 337 000 km était encore en plutôt bon état, et tout ça c'est très rassurant. Alors maintenant, revenons à notre graphique des différentes M3 E36 en vente actuellement en Europe. Vous vous souvenez, j'ai tracé le prix en fonction du kilométrage. On peut voir apparaître une droite de tendance. Plus une voiture est kilométrée, moins elle est chère. Et cette fois, si on rajoute la mienne sur le graphique que j'ai acheté récemment, il y a 2 mois à peu près, elle décroche totalement de la tendance. Ça veut dire 2 choses. Ça veut dire que ma M3 était la moins chère de toute l'Europe. C'est-à-dire qu'elle a coûté le prix d'une bagnole négligée, potentiellement abusée année après année. On se dit, il y a un bug. Deuxième élément, on peut comprendre pourquoi j'ai été le premier à aller la voir. Parce que celui qui ne regarde que le kilométrage, regardez, il va prolonger la droite de tendance et il va se dire qu'une voiture de 365 000 km, elle devrait valoir 8 000 €. Et il se dit, 24 000 € pour une M3 de 365 000 km, il va se dire c'est beaucoup trop cher et il ne va pas aller la voir. Et du coup, le risque pour lui, c'est de passer à côté d'une affaire. Mais encore une fois, ça dépend ce qu'on veut. Si on est pur investisseur, ça peut avoir un sens de rechercher les voitures les moins kilométrées. Pourquoi? Parce que quand un marché augmente, c'est typiquement les voitures les moins kilométrées qui vont augmenter le plus en pourcentage. Il a tout intérêt à ce que ce pourcentage s'applique sur une assiette plus grande. Parce que par exemple, si il va gagner 10% sur un investissement, il a plus intérêt à ce que son investissement coûte 100 000 € plutôt que 50 000 €, parce que comme ça, il va gagner 10%, c'est-à-dire 10 000 € plutôt que 5 000 €. En bonus, quand on achète une voiture moins kilométrée et donc plus chère, on va mieux absorber dans la masse du prix les petits coûts annexes de fonctionnement qui sont le petit entretien, le stationnement et l'assurance. Par contre, celui qui veut rouler, utiliser et jouir de sa voiture aura tout intérêt à rechercher un modèle relativement kilométré. Comme ça, il pourra prendre beaucoup de plaisir au volant sans arrière-pensée d'une potentielle dépréciation ou décote. Dans le cas de cette voiture, j'aime ma M3 E36, non pas malgré son kilométrage élevé, mais justement à cause de et grâce à son kilométrage élevé, qui représente une histoire intéressante. Je trouve fascinant d'avoir une voiture où il y a une déconnexion totale entre le kilométrage affiché et l'état qu'elle laisse avoir en termes esthétiques et de fonctionnement. Et ça ne va que s'améliorer avec le temps pour peu que je l'entretienne. Prochain jalon, ça va être la distance Terre-Lune, qui en moyenne fait 384 000 km. Ensuite, ça va être la barrière des 400 000 km. Et peut-être qu'à 500 000 km, c'est le musée BMW qui va proposer de me la racheter. Reste plus qu'une question. Parce que maintenant, vous savez comment cibler, filtrer, acheter une voiture de collection en parfait état avec un historique limpide qui va vous apporter beaucoup de plaisir pendant des kilomètres sans arrière-pensée d'une panne ou d'une dépréciation de sa valeur. Mais quel modèle choisir? Par exemple, on a longtemps entendu dire que la M3 E36, qui nous concerne aujourd'hui, est la pire des M3. Pourtant, sa valeur aujourd'hui explose. Alors je pense que le moment est venu de revisiter le modèle. Regardez mon essai complet de la M3 E36, découvrez exactement comment son moteur en a fait la tueuse de Porsche, découvrez tous les petits détails insolites du modèle et vivez un essai dynamique. Grâce à cet essai en profondeur, vous allez connaître la M3 E36 sous toutes ses coutures, comme si vous en aviez une. Allez, je vous dis à tout de suite.